Bien, bonjour à tous. Geoffroy Martin du pôle Moveo. Je m'occupe des projets recherche et développement au sein du pôle Moveo. Bienvenue donc pour ce premier webinaire dédié aux besoins d'innovation pour l'électromobilité de la filière automobile et mobilité. C'est un webinaire qu'on organise conjointement avec les autres pôles, Véhicules du futur, ID4Car et Cara, et avec l'aide de la PFA. Et donc pour la PFA, aujourd'hui est avec moi Jean-Luc Brossard, directeur R&D de la PFA, et Nicolas Leclerc, qui est responsable innovation sur les chaînes de traction électrifiées chez PSA et qui est également animateur du GT PFA sur l'électromobilité. Donc je laisse tout de suite la parole à Jean-Luc Brossard qui fera une introduction. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis en effet directeur R&D de la filière automobile et mobilité, mais également directeur du programme Véhicules à faible empreinte environnementale, en fait un programme national qui regroupe en fait les objectifs pour aller vers une production d'émissions nettes en fait à l'horizon 2050, comme ça a été défini à l'occasion de la COP de Paris. Donc aujourd'hui, ce que je voulais simplement rappeler, c'est dans quel contexte se font ces webinars. On a donc la PFA est la représentante en fait de l'ensemble des entreprises qui travaillent en fait sur l'automobile. Donc on regroupe bien sûr une tête de filière, comme vous le savez, qui sont des gens de chez PSA, du groupe Renault, de Valeo, Faurecia, Plastic Omnium et Michelin, mais aussi tout un ensemble d'entreprises qu'on a estimé à plus de 4000 qui vont jusqu'aux startups et aux PME et qui travaillent dans des objectifs en fait de l'automobile. Donc ça représente quand même 400 000 emplois en direct, plus de 2 700 000 emplois en indirect, et c'est quelque chose qui est relativement important. Ce qui est à prendre en compte, donc, c'est qu'on a mis en place depuis déjà plus de 3 ans, on a mis en place une dynamique de l'innovation au sein de la PFA. Cette dynamique, en fait, est une dynamique qui doit regrouper, en fait, et se faire rencontrer des besoins exprimés par les acteurs majeurs de la filière et des solutions exprimées par l'ensemble de son écosystème. Donc pour cela, et vous pouvez déjà le voir, donc la filière automobile en fait établit des positions techniques de filière, établit des roadmaps technologiques, définit les verrous en fait qui permettent et qui limitent en fait l'aboutissement de ces roadmaps, et donc on demande en fait à avoir un certain nombre de besoins d'innovation, et donc on présentera en fait l'ensemble de ces besoins d'innovation au travers des webinars dont a parlé Geoffroy en introduction. Donc l'objectif que l'on a dans notre dynamique de l'innovation, c'est que si vous avez des solutions par rapport à ces besoins, il faut les communiquer au travers de la plateforme de la PFA. Cette plateforme est une plateforme numérique en fait de filière et qui est en connexion directe avec l'ensemble des grandes entreprises, donc qui permet à l'ensemble de nos experts de voir en fait les innovations que vous proposez afin de vous contacter et éventuellement de faire toute une démarche. On a des démarches de pitch sur le PME et qu'on fait des pitchs mutualisés. À ce moment-là, on propose en fait à l'ensemble des entreprises que vous êtes de venir présenter vos innovations en face de tous les experts de tous les grands groupes. On a eu, comme vous le savez, en 2018, l'organisation de Mondial Tech avec un parcours en fait qu'on a appelé un labyrinthe de l'innovation et plusieurs sessions sur lesquelles étaient présentées, pour chacune des thématiques que vous voyez en bas, étaient présentées un nombre important de startups et de PME. Et donc on a voulu redynamiser ça en 2019 avec un kick-off qui a été fait le 10 avril dernier en présence de Luc Châtel. Luc Châtel est le président de la PFA. Kick-off qui annonçait le fait que nous avions décidé en fait de vous présenter, donc les besoins d'innovation sont en ligne, vous pouvez y accéder à travers le site de la PFA, vous pouvez y accéder à travers les sites des différents pôles de compétitivité, Moveo, ID4Car, Pôle Véhicules du Futur ou Cara, mais il était important en fait de pouvoir échanger, dialoguer avec les experts des différentes thématiques de telle façon à pouvoir aborder les sujets et mieux comprendre en fait les besoins tels qu'on les exprime. Donc aujourd'hui, on va travailler essentiellement sur l'électromobilité et c'est Nicolas Leclerc qui présentera en fait et qui répondra à vos questions sur les sujets liés à l'électromobilité et nos besoins liés à l'électromobilité. La structuration de nos besoins s'est faite autour de différentes thématiques. Donc les thématiques, elles sont au nombre de 7.
Dans la mesure du possible, elle se rattache à ce qu'on appelle à nos programmes nationaux. Donc, on a 3 programmes nationaux au niveau de la filière automobile. On a le programme véhicule à faible empreinte environnementale, donc qui regroupe les problèmes d'électrification et d'hybridation au sujet d'aujourd'hui, mais qui aussi regroupe les améliorations et les innovations qu'on peut apporter dans les groupes moteurs à combustion interne, l'amélioration des rendements véhicules à travers l'allègement par exemple. Il y a le programme véhicule autonome, avec tous les sujets liés à la captation, à la décision, à l'intelligence artificielle, à l'environnement, à l'infrastructure et à la sécurité bien entendu. Le programme véhicule connecté, avec bien sûr la gestion des données, la cybersécurité, les nouveaux objets de mobilité, les nouveaux usages de la mobilité, et puis des sujets qui sont d'intérêt pas forcément liés à un programme, qui sont plutôt transversales, une réflexion qui peut être faite sur le bien-être à bord et sur les procédés d'assemblage. Donc au niveau de la filière automobile et au niveau de l'ensemble de nos membres, en fait, on discute sur ces sujets-là. Ces sujets-là sont considérés comme non compétitifs ou pré-compétitifs. Donc on n'aborde pas d'innovation sur des sujets d'attractivité de marque ou de style, par exemple, mais sur des sujets qu'on peut être amené à partager, en fait, tous ensemble. Donc le point important, c'était le kick-off le 10 avril, 80 entreprises réunies au siège de la filière pour échanger sur ces besoins d'innovation, et les experts de la PFA et différents acteurs qui ont pu définir et évoquer les défis soulevés par les exigences de la mobilité de demain, une mobilité qui sera bien sûr propre, dans le sens où on va diminuer son empreinte environnementale, qui sera plus sûre et plus automatisée, et donc allant jusqu'à certaines fois le véhicule autonome, et une mobilité qui sera bien sûr plus connectée, plus communicante, et qui sera surtout abordable pour tous, parce qu'un des sujets importants, tous ces défis de transition forte technologique que l'on voit dans les prochaines années devront être des défis qui doivent être à des coûts accessibles pour les gens qui veulent accéder à la mobilité, et donc souvent des problématiques de coûts pour des grandes cadences à prendre en compte. Je vais passer la parole maintenant donc à Nicolas Leclerc, qui a en charge en fait plusieurs GT au sein de la filière automobile, des groupes de travaux qui travaillent sur des sujets liés à l'électromobilité, et qui va pouvoir vous expliquer les différentes tendances et les besoins nécessaires en fait dans ce domaine. Ok, je prends la suite. Donc, bonjour à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques éléments de contexte. Pour se redire tous ensemble quels sont les grands enjeux de l'électrification et pourquoi finalement on est tous ensemble rassemblés ici pour partager autour de ce sujet. Déjà merci à tous d'être connectés, on est 109 aujourd'hui. Alors les grands enjeux de l'électrification et en particulier les inducteurs qui font qu'on va vers, nous, constructeurs automobiles, vers l'électrification, c'est déjà la pression réglementaire CO2. Il y a quelques semaines, l'Europe a voté pour sa trajectoire réglementaire sur le CO2 à travers le café réglementaire, donc les niveaux de CO2 imposés aux constructeurs automobiles, avec une réduction de moins 15% en 2025, moins 37,5% en 2030. Ça, c'est un gros inducteur, je vais même dire c'est l'inducteur majeur. Le deuxième inducteur important, c'est qu'on a un certain nombre de déploiements, ou en tout cas des idées de déploiement de zones restreintes dans certaines villes ou des zones type low emissions, donc qui favoriseraient les véhicules low emissions, donc indirectement ou directement les véhicules hybrides électrifiés ou rechargeables. La partie fiscalité est un point important et drive à l'ordre 1 le marché des véhicules propres et donc électrifiés. On a un driver majeur qui peut aller dans les deux sens, c'est-à-dire dans le sens de favoriser le marché ou au contraire de le freiner, c'est la disponibilité de l'infrastructure de recharge. Et puis selon les zones ou plaques géographiques, on a un certain nombre de demandes croissante de la part des clients d'avoir des véhicules verts. Si je reviens au levier au driver CO2, les leviers classiques de réduction du CO2 type allègement, réduction des frottements, réduction de la consommation électrique, amélioration des rendements des moteurs thermiques ou des transmissions, ces leviers classiques-là ne suffisent plus et on a besoin d'aller électrifier
la chaîne de traction, voire certaines fonctions du véhicule, rendre offrir une fonction de recharge ou non rechargeable. Mais en tout cas, on a besoin d'aller chercher des fonctions d'électrification pour être compliant avec ces réglementations CO2. Juste avant de passer à la planche de contexte suivante, pour les questions, je propose qu'on fasse ça à la fin de la présentation. Et donc le principe, c'est que chacun écrit les questions dans le chat, en bas à gauche. Alors quand on parle d'électrification, de quoi parle-t-on? Ici, vous avez un graphe qui présente 4 colonnes avec en gros à gauche les solutions d'électrification d'hybridation non rechargeable et à droite les produits rechargeables. Donc dans la partie rechargeable, on va trouver les hybrides plug-in et les véhicules électriques. Et à gauche, on va retrouver les petites hybridations, donc mild hybridation, et les hybridations un peu plus costauds, les full hybrides. Ce qu'on voit ici, on a une courbe bleue qui montre que l'autonomie zéro emission est croissante avec la quantité d'énergie embarquée. La quantité d'énergie embarquée, c'est ce que vous voyez en rouge. Donc on embarque assez peu d'énergie sur un mild hybride, on embarque beaucoup sur un VE évidemment. Vous avez les ordres de grandeur type, histoire d'avoir ces ordres de grandeur là en tête. Il manque une information sur cette courbe que j'ai pas rajouté pour pas la charger, c'est que le niveau de CO2 atteint est directement lié au niveau d'électrification ou d'hybridation des chaînes de traction. Un mild hybride par rapport à un véhicule conventionnel va pouvoir permettre d'avoir des gains CO2 de 6-8%, alors que le véhicule électrique à l'opposé, par nature, n'émettra aucun gramme de CO2. Et les full hybrides, plug-in hybrides sont des solutions qui, selon les dimensionnements, peuvent atteindre des réductions de l'ordre entre 15 et 50-60% selon l'énergie et les puissances mises en jeu. Donc voilà de quoi on parle. Quand on parle de rechargeable, non rechargeable, on parle de batterie. On parlera aussi d'hydrogène, puisque c'est aussi un moyen de stocker l'énergie à bord des voitures qu'il faut considérer. Pardon, on a fait une interruption du son parce qu'on avait un petit souci sur l'écran. Conséquence, histoire aussi d'avoir les ordres de grandeur en tête, la vision marché qu'on construit au sein de la PFA, donc avec l'ensemble des membres que Jean-Luc Brossard a présenté tout à l'heure. On a depuis plusieurs années une étude prospective qui nous permet d'avoir une vision marché et technologie. Une étude qui est basée à partir des inputs de l'ensemble des membres de la PFA et qui construit cette vision marché sur base d'un modèle tiré par le TCO. Et ce qu'on voit ici, c'est que à l'horizon 2025-2030, donc vous avez les légendes à droite, vous avez ce qui est vert, ce qui est véhicule électrique prend une part croissante dans le mix. Les motorisations conventionnelles et en particulier le diesel, là je vous ai mis une vision Europe, mais ça serait encore plus criant en France. Mais en tout cas le diesel chute réellement et de toute façon les purs thermiques diminuent fortement et on retrouve une composante électrifiée importante, que ce soit du mild, du full, du PHEV ou de l'EV, de plus en plus importante en fonction du temps. Voilà ce à quoi on peut s'attendre en termes de marché. Donc là, on est sur une vision Europe. Donc voilà pour la partie contexte. Maintenant, le périmètre d'innovation à considérer,
il n'est pas exhaustif, mais en tout cas, nous, on se concentre sur ces points-là. La traction, donc on va rentrer dans le détail après, le stockage d'énergie, les architectures véhicules, et un point qui est en forte croissance, c'est tout ce qui est infrastructure de recharge, et je dirais même écosystème de la recharge. On a des véhicules qui vont être de plus en plus connectés, et de plus en plus connectés au réseau électrique ou au réseau d'hydrogène. On a aussi à gérer un certain nombre de problématiques techno dans la liaison ou dans la relation entre la voiture, la chaîne de traction et les infrastructures de recharge, les réseaux. Donc ce que je vais faire là par la suite, c'est balayer les 6-7 fiches qui résument les problématiques et les grandes idées sur lesquelles on a des besoins d'innovation. Donc sur la partie traction, donc chaîne de traction hybride électrique, on a une fiche un peu chapeau qui permet d'avoir une vision système au niveau. Les bénéfices, c'est une redite de ce que j'ai dit en préambule. Les bénéfices attendus, donc si vous les trouvez en bas à gauche, c'est aller chercher des émissions CO2 de plus en plus basses. Ça, c'est le driver majeur. Et puis le deuxième point, c'est aller rechercher le point d'optimisation ou les points d'optimisation les mieux placés en termes de ratio entre volume, masse, coût, performance des solutions. À vrai dire, ce bénéfice-là, je ne vais pas le redire à chaque fiche, mais il faut l'avoir en tête, c'est pour n'importe quel niveau du système, on a besoin d'avoir cette problématique-là en tête. La problématique coût, évidemment, vous êtes, je pense, tous familiers avec ça. Elle est vraiment fondamentale pour nous, pour aller chercher des TCO, Total Cost of Ownership, de ces futurs véhicules électrifiés, les mieux positionnés, et en particulier revenir à des référentiels tels qu'on les connaît aujourd'hui avec nos moteurs conventionnels. Les axes de réflexion, c'est tout ce qui va concerner l'intégration des machines électriques dans les systèmes de transmission, donc pour hybridation. Ça va être les optimisations à la fois fonctionnelles et organiques du ou des modules de transmission qui comprennent les embrayages, les actionneurs, les moteurs électriques, l'électronique de puissance, éventuellement la filtration. Il y a en chapeau, et là aussi c'est quasiment en chapeau de l'ensemble des fiches qu'on balayera, c'est l'aspect sécurité, sûreté de fonctionnement, qui est quelque chose d'extrêmement important sur ces nouvelles technos. Et là aussi un chapeau quasiment commun à toutes les fiches, c'est l'aspect éco-conception, recyclabilité, et de manière un peu plus large, impact ACV, donc analyse du cycle de vie. On en parle beaucoup sur les batteries, mais globalement, la problématique est à peu près la même sur l'ensemble des composants de la chaîne de traction. Les mots-clés qui se rapportent à cette fiche, c'est machine électrique, même s'il y a juste après une fiche spécifique machine électrique, système de transmission, puisqu'on est plutôt au niveau système, et optimisation fonctionnelle de l'hybridation. Alors justement, on parlait des moteurs électriques. Donc là, on a une fiche moteur électrique qui est un des cœurs de cette électrification ou de cette hybridation. On va retrouver le chapeau d'optimisation des volumes, des ratios volume, poids, performance. C'est quelque chose d'important. On manipule un facteur d'amélioration sur la densité massique de puissance. On pourrait aussi raisonner en densité volumique, mais il est clair que la compacité des machines électriques et plus généralement des transmissions est un enjeu majeur. On n'a pas
on n'a pas, avec ces nouvelles technologies d'hybridation, on n'a pas de grosses modifications du volume fonctionnel disponible sur les plateformes. Donc il n'y a pas de raison qu'on ait plus de place qu'avant, bien au contraire, donc c'est quelque chose d'assez important. Surtout que l'électrification, on est de plus en plus, on peut être amené à implanter des modules d'électrification sur l'arrière, en plus de modules d'électrification sur l'avant. Les axes de réflexion, c'est l'optimisation des technos de machines électriques, soit par l'architecture, soit par la topologie interne des moteurs. Quand on dit optimisation, donc c'est optimisation de ce qu'on a dit, volume, poids, performance, rendement, ce qui se cache derrière. L'augmentation de la capacité massique, on en a parlé. On a un aspect matériaux qui est assez important, c'est comment limiter ou éviter les matériaux critiques ou coûteux, généralement ça va avec. Donc c'est comment j'évite les terres rares, comment je limite ma quantité de cuivre, comment je vais chercher des aimants qui sont les plus performants possibles. Et on a un aspect important aussi, c'est la partie processabilité de l'ensemble des technologies. Avec les moteurs électriques, donc le pendant électronique de puissance est un volet également très important. Donc là, on va retrouver de la même manière les conditions d'intégration et d'usage des électroniques. Donc les mots-clés importants, c'est performance, rendement, compacité, fiabilité, vieillissement. Ça, c'est un point très très important. Les densités massiques et volumiques des convertisseurs, c'est quelque chose de tout aussi important. En particulier, si je fais référence à la première fiche où on peut avoir des besoins d'intégration de fonctions ou d'avoir des modules intégrés d'électrification dans la transmission, l'électronique de puissance, généralement, elle aime bien être au plus près de la machine électrique, donc d'aller chercher de la compacité, c'est toujours intéressant. Évidemment, la réduction des coûts est un point majeur au niveau composants et systèmes, et en particulier dans la partie packaging. Donc les axes de réflexion qu'on a identifiés, ça concerne la thermique des composants, actifs, passifs, surtout actifs, avec à la fois des points qui peuvent être intéressants autour de la chaîne de conception outillée, mais également du produit, c'est quelque chose d'important. Il y a une notion de modularité aussi sur lequel on est assez preneur. De la même manière, on a de la modularité sur les chaînes de traction classiques. On a volonté de mettre de la modularité dans les chaînes électrifiées. Je dis brutalement, aujourd'hui, dans une gamme moteur thermique classique, on a une gradation dans les puissances. C'est pas quelque chose qu'on a de manière très courante pour l'instant dans l'électrification, mais à terme, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de la modularité et des gammes différentes sur un même véhicule. Donc ça veut dire que la modularité peut être une piste pour pouvoir construire ces gammes. Sur ces électroniques de puissance, la problématique compatibilité électromagnétique est également important. Comment assurer cette compatibilité électromagnétique le plus efficacement possible et au moindre coût. Alors le dernier technique de conception de contrôle, ça reprend un petit peu un point qui est avant, c'est-à-dire qu'il y a l'innovation peut porter sur le produit, mais aussi sur la chaîne de conception outillée. Intégration 3D, c'est quelque chose sur lequel on est déjà. Il y a beaucoup de propositions en ce moment et des propositions très pertinentes. Un point aussi important qui est parfois oublié, c'est l'aspect connectique et faisceau électrique. C'est tout bête, mais en fait, on a une source
soit d'ennui, soit de simplification autour de la connectivité des faisceaux électriques assez importante. Derrière se cache de la safety, derrière se cache de la masse, derrière se cache de la CEM, derrière se cache de la fiabilité. La partie connectique du faisceau électrique est vraiment quelque chose d'assez important, surtout dans un contexte où on va chercher à maximiser les courants. Et puis après, bon, au niveau composants unitaires, passifs et actifs, là on a également tout un volet d'innovation possible. Ce qui est autour du cycle du GaN, c'est quelque chose qui est bien connu, mais sur lequel on est encore pas mal au milieu du gué. Donc on a vu la partie traction, je voudrais qu'on voit maintenant la partie stockage d'énergie, et en premier lieu la batterie. Donc la batterie, c'est probablement ce qui fait parler le plus en ce moment. J'attends le feu vert pour repartir. Donc les batteries, le coût, il est clairement important puisque c'est sur le véhicule électrique, la batterie est un des postes de coût et le poste de coût principal. Disons les choses comme elles sont. Donc on a besoin de réduire le coût. Le coût, il passe d'abord par le cœur actif, c'est-à-dire les cellules, mais pas que, il passe aussi par tout le reste. C'est-à-dire le système, on a des voies d'optimisation système qui peuvent aller dans le sens de la réduction du coût. Donc dans les axes de réflexion, pardon, je n'ai pas terminé sur les bénéfices, oui, le coût j'en ai parlé. Les bénéfices sur lesquels on veut travailler, c'est la course à l'énergie, ça c'est pas une surprise, hein. On est tous à aller chercher l'énergie, en tout cas une énergie embarquée de plus en plus importante pour donner de la réassurance au client, c'est-à-dire ne pas le stresser avec un problème d'autonomie. Ceci dit, en parallèle de cette course à l'énergie, il y a la course au temps de recharge. Donc on va embarquer de plus en plus d'énergie à bord des voitures, donc il faut que le temps de recharge ne dérive pas en parallèle. Donc le temps de recharge est un enjeu majeur d'innovation. Sur la partie chimie, aujourd'hui on est sur une chimie sur base d'électrolytes liquides. Donc c'est une chimie très prometteuse puisqu'elle elle présente des points d'amélioration identifiés pour au moins 10 ans. Néanmoins, on voit apparaître une chimie sur base d'électrolytes solides, c'est pour ça qu'on parle de batterie solid state. Elle aussi est très prometteuse en termes de densité d'énergie. À la grosse, on imagine à la cellule un doublement de l'énergie volumique. Ceci dit, actuellement, on est encore à une maturité qui n'est pas acquise sur l'ensemble des points des points fonctionnels de cette chimie. Il y a un certain nombre de challenges à relever, en particulier sur sa capacité à être rechargée rapidement, sur sa processabilité, sa capacité à fabriquer ça simplement et de manière compétitive. On a sa capacité à fonctionner sur l'ensemble des points de température de fonctionnement classique d'une voiture. Bref, c'est prometteur, mais on a un certain nombre de challenges encore à relever. Donc ça, c'est un axe extrêmement important de faciliter l'introduction ou le passage, selon comment on voit, de la génération 3, donc actuelle, électrolyte liquide, vers un électrolyte solide. On parle d'électrolyte génération 4, on regarde aussi quelle peut être la génération du coup d'après. C'est vrai que ça peut paraître loin. On a quand même, on parle de techno très très lointaines, type
des chimies sur base d'électrodes métallaires, de choses comme ça, qui sont à une maturité encore très, très faible. Mais il faut qu'on soit vigilant à ce qu'on soit bien positionné dans la qualification de ce type de technologie ou d'autres technologies. Donc les axes de réflexion, l'optimisation des caractéristiques en lien avec les différents niveaux d'hybridation, donc les 4-5 niveaux que je vous ai présentés en tout début de séance. L'optimisation en termes d'énergie et de puissance, bon, ça c'est le corollaire du premier point. L'optimisation des conditions de vie et le management thermique des batteries. Derrière ça se cache plusieurs choses. C'est un point très important, ça, la partie thermique batterie, parce que derrière se cachent les conditions d'intégration dans les plateformes, se cache la durabilité, la safety des batteries. Safety, je le rappelle, c'est quelque chose qui est absolument pas négociable. On ne peut pas faire de compromis sur la safety. Donc derrière ça se cache aussi la partie fiabilité. Donc la partie optimisation des conditions de vie et management thermique, c'est quelque chose de vraiment important. Et puis la partie cycle de vie des batteries est également important. On en parle de plus en plus, c'est probablement sur la batterie qu'on en parle le plus, ce que je disais tout à l'heure. Comment rendre le plus propre ou le plus vertueux possible le cycle de vie des batteries, à la fois dans la production et dans sa mise en œuvre. On parle aussi de seconde vie et de recyclage. Alors recyclage, c'est ce qui arrive en bout de chaîne, c'est clairement une activité à développer. Aujourd'hui, l'activité de recyclage des batteries lithium-ion, elle existe, mais elle est absolument pas développée ni rentable, faute de volume. Avec les volumes qui vont arriver progressivement, ça va se mettre en place. Mais avant d'aller faire du recyclage, on a des possibilités d'aller donner une deuxième vie à la batterie dans un usage probablement plutôt stationnaire. Donc c'est quelque chose aussi sur lequel on est preneur de points d'innovation. Alors seconde vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est être capable de facilement transformer la batterie d'un usage vers un autre usage, mais ça veut dire aussi de l'usage en seconde vie, identifier ces usages-là. C'est vrai que l'usage naturel identifié aujourd'hui, c'est du stockage stationnaire pour l'aide au service réseau. On peut imaginer évidemment d'autres choses. Pourquoi est-ce qu'on parle de seconde vie? C'est essentiellement pour améliorer le TCO de nos véhicules. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la batterie, on la considère plus capable dans une voiture, il se trouve que la batterie conserve encore de l'énergie utile. L'idée, c'est que cette énergie utile, on peut la valoriser dans un autre usage. Et puis le dernier point, qui est le point aussi extrêmement important, les conditions d'intégration des batteries dans les véhicules. Les véhicules, nos plateformes automobiles ne sont pas des volumes de dimensions infinies, loin de là. L'idée, c'est de pouvoir rendre le plus facile possible les intégrations dans les véhicules. En particulier, pouvoir installer des batteries dans des zones où aujourd'hui on s'interdit de mettre des batteries. Je donne un exemple. On évite, tout constructeur confondu, d'aller mettre des batteries en position dans des zones de crash. Est-ce que, sous certaines conditions, on peut aller mettre de la batterie dans ces zones-là, par exemple? Voilà ce qui se cache derrière. Donc, la partie optimisation batterie est un axe assez important. On a son pendant qui est l'hydrogène. L'hydrogène qui est quand même un peu plus loin en maturité, mais qui finalement est une solution de stockage d'énergie qui est assez complémentaire à la batterie.
on ne les oppose pas. En fait, en termes d'usage, le stockage électrochimique ou le stockage sous forme d'hydrogène peuvent avoir des complémentarités, je vais y arriver. Les bénéfices attendus, réduction des coûts, je pense que c'est le premier mot qui vient, puisque dans la courbe d'apprentissage, on est quand même beaucoup plus loin que sur les batteries. L'amélioration des conditions de sécurité, alors c'est pas tellement l'amélioration, c'est la facilitation de la mise en œuvre sans compromis avec la sécurité, c'est surtout ça qu'il y a derrière. Et la durabilité qui est un point important sur lequel on pense qu'il y a encore des progrès à faire sur la partie pile à combustible. Les axes de réflexion, les conditions d'intégration, ça c'est évident. Alors ça passe, c'est vrai pour le stack, donc la partie conversion d'énergie, c'est vrai, mais c'est surtout vrai pour la partie stockage de l'hydrogène. Aujourd'hui, le stockage d'hydrogène, il est sous forme de réservoir cylindrique assez encombrant. C'est pas le genre de choses que nos architectes aiment implanter dans les voitures. Donc là aussi, on a un besoin d'innovation assez flagrant. Les architectures système, c'est aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire comment est-ce qu'on intègre un système pile à combustible. Donc, ce qu'on appelle système pile à combustible, c'est l'ensemble réservoir et conversion de l'hydrogène en électricité, donc là, le stack, plus l'ensemble des auxiliaires qui sont autour du stack. Donc, comment est-ce qu'on architecture ce système et comment on l'intègre dans la voiture. Le coût, c'est quelque chose d'un driver important. Comme je le disais tout à l'heure, on est beaucoup plus loin sur la courbe d'apprentissage. Il faut qu'on fasse la bascule qu'on a vécue sur la batterie il y a quelques années, c'est-à-dire qu'on passe de l'échelle laboratoire ou petite chaîne pilote vers l'usine. Aujourd'hui, on sait faire des piles à combustible, on sait faire des réservoirs. Par contre, on n'a pas forcément passé le cap vers une industrialisation gros volume. De la même manière que sur les batteries, l'éco-conception, le recyclage et l'impact ACV est également important. En parallèle de ça, alors on aurait presque pu le mettre sur la fiche infrastructure de recharge. L'hydrogène en tant que vecteur d'énergie pour la mobilité n'est intéressant que si l'hydrogène, comme l'électricité, est décarboné. Donc ça c'est un point important, c'est aussi des points alors qui sont pas forcément directement impactants pour la filière automobile, mais peut-être plus pour la filière énergétique, encore que on a besoin d'aller chercher des solutions de production d'hydrogène décarboné, donc d'électricité décarbonée. Solutions de stockage, on en a déjà parlé. Parlons maintenant des infrastructures de recharge. Donc on va dire c'est extérieur de la voiture, mais c'est de plus en plus important pour nous. Donc les bénéfices attendus, la recharge rapide, j'en ai parlé au tout début. En même temps qu'on fait la course à énergie embarquée, on fait la course à autant de recharge. L'idée c'est alors on a mis quelques chiffres ici, mais on veut pouvoir se rapprocher, ou en tout cas ne pas trop s'éloigner des standards aujourd'hui connus sur la voiture thermique. Et imaginez que quelqu'un qui fait un trajet long sur autoroute n'ait pas à passer un temps équivalent à rouler et un temps équivalent à recharger. Ce qu'on veut, c'est avoir des temps de recharge raisonnables du type 20-30 minutes, donc le temps d'arrêt sur une aire d'autoroute, pour pouvoir retrouver une autonomie raisonnable. Donc ça suppose une infrastructure adaptée, ça suppose aussi une architecture véhicule adaptée. Système de charge rapide partagé par l'ensemble de la filière et un acteur de l'infrastructure. Bon là, la partie interopérabilité, elle est vraie, quel que soit le type de charge, c'est quelque chose d'extrêmement important. Comment assurer l'interopérabilité
technique, l'interopérabilité en termes de paiement. Donc ça, il y a énormément de réflexions sur le sujet. On a en particulier énormément de réflexions sur le plug and charge. Quelque chose qui est en train d'être standardisé au travers du standard 1518. Donc le principe, c'est que l'ensemble des opérations d'identification, authentification, véhicule et client, et puis paiement, se fassent automatiquement, uniquement en branchant le véhicule à la borne. C'est ça qu'on appelle le plug and charge. Et l'idée, c'est de simplifier la vie du client, de ne pas lui demander de payer avec un badge, un code, une carte bleue, ou que sais-je. Mais c'est vraiment de lui faciliter la vie. Et de manière, d'ailleurs, chapeau, l'ensemble des axes de réflexion pourront être résumés, c'est comment je facilite la vie du client dans son ou ses opérations de recharge. Dans cet axe-là, on parle de recharge sans contact, soit statique, dynamique, ça fait partie des moyens de faciliter la vie du client. Là, les grosses questions qu'il y a autour de ça, donc un certain nombre de sujets d'innovation d'ailleurs qui sont déjà identifiés et travaillés au sein de la filière, c'est au-delà des business models, etc., qui sont importants, c'est comment assurer la meilleure standardisation possible et la meilleure interopérabilité entre véhicules et systèmes et inversement. Station hydrogène, on l'a mis avec le même type de problématique que les bornes de recharge électrique. C'est un peu plus facile puisque la station hydrogène se rapproche d'une station de carburant entre guillemets normale. Néanmoins, on a un certain nombre potentiellement des choses à imaginer, en particulier en lien avec les solutions de comment je produis l'énergie de l'hydrogène vert, comment je le stocke, est-ce que je le produis localement, etc. Donc il y a probablement des choses à imaginer autour des stations hydrogène. Un point qui n'apparaît pas ici, mais qui va apparaître dans la mise à jour de la fiche, c'est tout ce qui concerne la charge intelligente. De plus en plus, on veut faire interagir le véhicule avec les réseaux électriques d'une manière intelligente, et en particulier, autrement dit, c'est ce qu'on appelle aussi smart grid, smart charge, smart grid, se cache derrière ça l'ensemble des solutions pour faciliter le déploiement d'un grand nombre de véhicules électriques ou PHEV sur le réseau sans avoir sans casser le réseau. Les premières solutions de réseau ou de charge intelligente, ça va être des choses type pilotage des chauffe-eau que tout le monde connaît, c'est-à-dire qu'on fait fonctionner le chauffe-eau en heure creuse la nuit. C'est le premier niveau qu'on peut aussi appliquer au véhicule. On peut aussi avoir des niveaux un peu plus évolués où on pilote la charge, c'est-à-dire qu'on la déclenche uniquement dans des périodes pour lisser l'appel de puissance au réseau. Et puis dans des versions très très évoluées, on peut imaginer des échanges d'énergie entre le véhicule et le réseau, et entre le réseau et le véhicule, donc dans les deux sens, avec une bidirectionnalité, pour que le tampon énergétique ou de puissance que représentent les voitures branchées au réseau puisse servir le réseau et puisse rendre des services réseau. Et ça avec deux impacts, en tout cas deux bénéfices importants. Un bénéfice pour le réseau électrique, et c'est un bénéfice qui se valorise, et un bénéfice pour le client, parce que cette valeur, le client pourra en récupérer une partie. Donc c'est quelque chose de plus en plus important. On va retrouver donc beaucoup de technos sont liés à ça, les technos de communication entre bornes et véhicules, les technos d'échange énergétique, donc à travers le chargeur entre bornes et véhicules, et puis toute la partie, on a besoin d'une partie système d'information pour pouvoir gérer ce type de recharge. Enfin, dernier point, les architectures véhicules,
pour faire le lien avec la première fiche. On parle beaucoup de voitures, d'hybridation, etc. On a des architectures véhicules qui peuvent évoluer. Et donc ces architectures peuvent conduire à proposer des architectures de chaîne de traction ou d'architecture électrique un peu différents. Donc là, on va retrouver dans des axes de réflexion des architectures sur des véhicules qui peuvent supporter différents types d'hybridation, donc batterie, fuel cell, gaz, range extender, etc. On va retrouver des axes de réflexion, alors déjà bien explorés par certains membres de la PFA sur des petits véhicules électriques basse tension, par exemple, donc véhicules électriques ou hybrides basse tension. Alors c'est un peu une fiche fourre-tout parce que finalement c'est tout ce qui n'a pas pu être mis dans les fiches d'avant. On a cité par exemple le moteur roue. Le moteur roue, c'est quelque chose dont on entend parler depuis très longtemps, qu'on a beaucoup de mal à mettre en œuvre dans une voiture parce que c'est quand même assez compliqué, même si facialement ça semble facile, c'est assez compliqué d'intégrer ça dans une voiture. Ceci dit, ça peut présenter des intérêts. Donc le moteur roue, il y a probablement des choses qui peuvent être intéressantes pour certaines architectures de véhicules, des 2 roues, des 3 roues, des petits utilitaires, que sais-je. Donc voilà ce qu'on peut vous décrire à travers ces fiches. Alors ces fiches, normalement vous les retrouvez sur le site Innovev, donc vous avez le point là, je pense que tu vas en reparler après, Geoffroy, ou pas, non? Non, mais en tout cas, toutes les fiches sont ici. Vous avez aussi, donc en bas à gauche, possibilité de proposer vos innovations sur cette plateforme Didier. Donc vous avez un formulaire de réponse en bas à gauche. N'hésitez pas. Et puis avant on passe aux questions. Je pense qu'on va faire les questions tout de suite. On fait les questions tout de suite. L'heure tourne et je pense que c'est sans doute la priorité. Alors, je sais pas comment on procède. Alors du coup, j'en ai listé un certain nombre. Il y en a eu beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de les prendre au fur et à mesure. Donc j'en ai une qui est l'objectif de 100 € du kilowattheure est-il loin des prix actuellement pratiqués dans l'automobile? Oui, on n'y est pas encore tout à fait. Ouais. Et on est à quel niveau aujourd'hui? Alors ça, on communique pas parce que ça fait partie ça fait partie des informations qu'on ne parle que de manière agrégée au sein de la filière pour des raisons évidentes de compliance. La technologie solid state est-elle suffisamment mature pour une intégration industrielle dans 5 ans? Alors en fait, je vais répondre en 2 temps. En fait, c'est difficile de parler de la technologie solid state. En fait, la technologie solid state regroupe plusieurs sous-familles. Et selon ces sous-familles-là, la maturité est différente. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on a des voitures qui roulent avec une batterie solid state, c'est des voitures de Bolloré. Les batteries Bolloré sont des batteries solid state sur base de polymère. On a d'autres familles de solid state et c'est plutôt ces autres familles qui nous intéressent. La maturité, elle n'est pas encore acquise, en particulier sur l'aspect gestion du compromis, température de fonctionnement, chargeabilité, durabilité et pour certaines familles, processabilité. Donc, on a encore du boulot sur cette techno-là avant de la mettre dans une voiture. Et donc 5 ans, c'est réaliste ou 5 ans, on est en 2000. 5 ans, c'est réaliste, tout en restant très serré. Mais ça peut être réaliste. Oui. D'accord. Ensuite, la technologie batterie solide remet-elle en cause les architectures?
Alors, on parlait notamment du bac de rétention pour l'électrolyte liquide, mais là, je pense que la réponse est dans la question. Est-ce qu'au-delà, ça remet en cause les architectures? Alors, là, pareil, réponse en 2 temps. Probablement, ça va remettre en cause, au premier temps. Et deuxième temps, on aimerait bien que ça remette en cause. Donc, l'électrolyte solide, c'est une promesse sur la densité d'énergie volumique. Je vous ai dit à peu près x2. C'est une promesse sur la température de fonctionnement, qui est globalement plus tolérante que l'électrolyte liquide. C'est une promesse sur la safety, puisqu'on n'a plus rien de liquide, on n'a plus à gérer des éventuelles fuites et des éventuels emballements de cellule à cellule. Donc on se dit, avec l'ensemble de ces promesses-là, est-ce qu'on a des degrés de liberté qui nous sont offerts sur l'intégration de la batterie dans la voiture? Est-ce que le fait que la safety intrinsèque soit un petit peu plus simple à gérer, ça nous donne des degrés de liberté sur l'intégration? Est-ce que ça nous donne des degrés de liberté sur le système de cooling? Est-ce que ça nous donne des degrés de liberté pour aller mettre des batteries dans des zones aujourd'hui qu'on s'interdit? Donc oui, la réponse est oui, et voire même on souhaite que l'architecture puisse être remise en cause dans le bon sens. Évidemment, c'est pas l'idée, c'est pas de recompliquer encore plus que ce qu'il y a aujourd'hui. Une autre question, est-ce que le choix de cellules des batteries prismatiques est-il susceptible d'évoluer? Oui, alors en fait c'est le choix on a 3 formats aujourd'hui de cellules. Donc prismatiques, c'est des petites boîtes sous forme de pouch, donc des petits sacs souples, ou sous forme de cylindres, type ce qu'il y a dans les Tesla. À vrai dire, c'est un choix de compromis qui appartient à chaque constructeur dans sa relation avec son fournisseur. Il y a des avantages et des inconvénients à chaque type de format. Donc il n'y a pas vraiment de réponse à la question. C'est un peu dépendant des stratégies techniques industrielles de chaque OEM. Après, on peut se poser la question, est-ce que certaines chimies sont plus adaptées que d'autres au format de cellules? Et là, par contre, c'est une question ouverte. En particulier pour le solid state. Alors ensuite, j'ai une question sur la 3e vie des batteries qui aurait été évoquée par Renaud. 3e vie, alors celle-là je la connaissais pas, c'est comme les chats. J'ai pas forcément, donc il faudra peut-être qu'on pose la question à Renaud. Je suis pas au courant de ce concept, mais on va noter la question. Ok, donc c'est noté. Ensuite, les batteries au graphène, est-ce qu'il y a un avenir à moyen terme? Batterie au graphène, alors je ne sais pas répondre à la question. Effectivement, c'est des technos qui peuvent présenter un intérêt. C'est vrai qu'on les a pas cités forcément. Par contre, on n'a pas encore. C'est difficile de les intégrer en cochant l'ensemble des points de compromis que j'ai cités tout à l'heure. C'est-à-dire que elle ne coche pas tous les points que cochent aujourd'hui les batteries lithium-ion à électrolyte liquide, entre guillemets, classique. C'est difficile de dire classique, mais c'est ce qu'il y a derrière. Mais en tout cas, le graphène, alors là, pour le coup, je vais parler pour PSA, c'est quelque chose qu'on regarde. Hein. Je pense que Renault fait également pareil, mais effectivement, c'est une techno qui est à regarder. Et quels sont les points bloquants pour l'instant, principalement? Sur le graphène? Oui. On a c'est essentiellement la gestion du compromis entre densité d'énergie et puis les autres énergies puissance et les autres paramètres en fait. D'accord. En fait, c'est souvent ça. Hein. Très bêtement, hein, on a des technos, on a tous les jours des gens qui amènent des technos de batterie ou d'électrodes qui sont super bien en énergie et qui cyclent 2 fois. Et tant qu'on n'a pas trouvé le compromis entre on a beaucoup d'énergie et on fait le nombre de cycles, la techno on peut pas la qualifier. Ensuite, y a-t-il un groupe qui travaille sur le sujet des cycles de recharge? Alors la personne pensait au biberonnage en particulier.
Alors, travail, c'est un bien grand mot. En tout cas, Jean-Luc vous a présenté le projet VAFE, donc véhicule à faible empreinte environnementale. Dans le cadre de ce projet, il y a un certain nombre de réflexions, en particulier pour identifier les verrous. Alors, les verrous, il y en a une partie qui se retrouve dans les fiches ici. Et dans les verrous et les réponses possibles à ces verrous, le biberonnage est bien identifié. Alors le biberonnage, il faut vraiment qu'on le mette, qu'on regarde si il peut convenir à certains usages, certains types de véhicules, certains types d'usages. Il faut aussi qu'on ait les technos qui vont bien pour le biberonnage, mais il y en a. Ok, ensuite on va avoir une question sur les autres technologies de batterie, donc lithium soufre, fluor, aluminium air, sodium. Quelle est la roadmap sur ces différentes technologies? Pareil, c'est comme les technographènes. Alors, lithium air, c'est clairement quelque chose qu'on voit pas ni à moyen ou long terme, c'est-à-dire que au vu de ce qu'on comprend de ce qui se passe dans les labos, c'est une technologie qui n'apparaît pas mature avant 2030. Donc, on la regarde, on la surveille, mais sans plus. Après les autres technos, même réponse que pour le graphène, c'est des choses qu'on regarde. Le lithium soufre ou le sodium soufre ont des intérêts, mais ont des compromis différents du lithium-ion classique, encore une fois. Ensuite, une question sur la recharge conductive automatique. Est-ce que c'est regardé par les constructeurs? Alors, conductive automatique, donc je transcris, j'espère que je transcris bien la question, c'est comment faciliter la vie de la personne qui charge sa voiture et faire en sorte que la connexion entre le réseau et la voiture se fasse automatiquement. Donc ça, c'est des choses... D'une manière transparente. D'une manière transparente. C'est des choses qu'on regarde. On sait qu'il y a un certain nombre de propositions dans l'écosystème. Donc c'est des choses qu'on regarde, qu'on n'a pas forcément activées pour l'instant, mais qui sont regardées. Ensuite, le remplacement de batterie. Donc là, je pense qu'on fait allusion au système qui avait été développé, par exemple, par Better Place. Ouais. Est-ce que c'est une option toujours possible ou est-ce qu'on a définitivement tiré un trait dessus? Non. Donc pareil, c'est la même réponse que la question tout à l'heure autour de VAFE sur le biberonnage. Donc le biberonnage peut être une solution pour aller faciliter la vie de la recharge. On peut avoir aussi ce type de solutions-là qui font à peu près le même job. La question qu'il y a derrière, c'est une question économique. C'est quoi le business model? Et c'est quoi la chaîne de valeur de ce type de solution? Et surtout, il y a une question technique, c'est comment j'assure l'interopérabilité des solutions entre voitures, voire même au-delà, peut-être entre voitures et puis... mais c'est une question qui fait sens. On a un certain nombre d'utilisateurs assez spécifiques qui pourraient rentrer dans ce type d'usage. Ensuite, la recharge dynamique avec contact. Alors, alors ça, la recharge dynamique avec contact, c'est quelque chose qui a déjà été expérimenté, alors surtout pour la partie poids lourd, qu'on regarde, alors pas tellement du point de vue technologique, mais surtout du point de vue, un peu comme la recharge inductive dynamique, hein, c'est la même chose, du point de vue business model et économique. On a un certain nombre de points d'échange entre Renault et PSA là-dessus, justement pour se faire une idée de comment pourrait se positionner ce type de techno, quels seraient les capex à mettre en jeu, les opex
associés, et puis la réalité, non seulement à une échelle française, mais surtout à une échelle plaque. N'oublions pas qu'on vend des voitures sur des plaques, et donc il faut qu'on raisonne donc à minima Europe, Asie, etc. Ensuite, une question sur la tension future idéale pour de la recharge rapide. Idéal. Alors oui, c'est une bonne question. Aujourd'hui le standard chaîne de traction borne est autour de 300-400 volts. La question se pose, voire se pose plus, parce qu'en fait on a un certain nombre de propositions de bornes qui vont chercher le 350 kW, 800 volts. Donc aujourd'hui, on est sur un standard mainstream plutôt 150 kW, 400 volts, et puis avec quelques propositions 350 kW, 800 volts. La question de comment je gère sur ma gamme les deux tensions et sur mon véhicule les deux tensions, c'est des questions qui sont clairement ouvertes. Alors peut-être pour préciser, encore pour des questions d'interopérabilité, il ne faut pas que je me mette dans une situation où ma voiture ne peut se recharger que sur des bornes 400 volts ou que sur des bornes 800 volts. Il faut aussi qu'on ne mette pas de bâton dans les roues du client et qu'on ne lui complique pas la vie avec ces histoires de tension. On lui a déjà compliqué la vie il y a quelques années avec les prises. Il faut que là encore, ça soit transparent. Ensuite, comment mettre en place des charges rapides sans refaire les installations électriques? Est-ce que c'est possible? Ah oui, alors c'est possible, et dans une certaine mesure, mais c'est pour ça que je parlais de charge intelligente. C'est vraiment la clé, et ça c'est quelque chose qu'on échange avec RTE et Enedis. Donc là, il y a vraiment des échanges entre filière automobile et filière énergétique. La charge intelligente, c'est vraiment la clé pour pouvoir éviter déjà d'écrouler les réseaux réels et surtout d'avoir à investir massivement dans des réseaux. Le but du jeu, c'est de pouvoir utiliser, en tout cas charger les voitures sur les réseaux, en lissant les charges et puis en lissant les appels de puissance. Et puis, comme je disais, dans les points les plus évolués, avoir une gestion intelligente de l'énergie entre réseau et véhicule. Ok. Pour plus d'informations là-dessus, RTE publie beaucoup de communications, Enedis aussi, mais il y a énormément de communications assez détaillées sur comment les réseaux vont se comporter, en particulier un certain nombre d'études prospectives qu'on échange avec eux qui sont publiques. Ensuite, est-ce qu'il y a de nouvelles attentes sur le filtrage, donc j'imagine vibroacoustique des chaînes de traction? Filtrage vibroacoustique, alors à brûle pour point, je dirais non. Par contre, c'est que j'ai pas forcément la réponse complètement fiable. Je pense pas qu'il y ait des besoins très très nouveaux par rapport à ce qu'on connaît du GMP conventionnel en fait. D'accord. Ensuite, quel avenir pour les fuel cells? À quel horizon? Comme je l'ai dit, on est un peu décalé en termes de maturité entre la fuel cell et la batterie. L'horizon de déploiement large, il est forcément plus lointain que l'horizon de déploiement batterie. Mais entre 2020 et 2025, voyez les quelques annonces, même si elles sont très un peu sibyllines de la part de certains OEM ou de certains fournisseurs, montrent qu'il y a un marché en train de se structurer. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ce marché se structure parce que on a des clients qui viennent avec des usages très spécifiques qui ne sont actuellement pas remplis par la batterie et qui seraient remplis par une fuel cell.
Donc ça veut dire que si les clients ont un besoin, potentiellement il y a un marché, potentiellement il y a un business. Et c'est pas un hasard si des gros de la filière, et même des gros de la filière automobile européenne, se positionnent sur la fuel cell. Mais il y a encore un peu de boulot pour passer de l'échelle laboratoire à l'échelle usine. Alors ensuite une question sur une personne qui demande des nouvelles des futures réglementations européennes sur les ACV des véhicules. Est-ce que cela sera seulement informatif ou est-ce que des objectifs seront mis en place en termes de recyclabilité et d'empreinte environnementale avant mise sur le marché? Alors c'est une très bonne question, j'ai du mal à y répondre parce que clairement les discussions sont en cours. Donc il y a dans le cadre de European Battery Alliance, donc sous l'île de l'Europe, il y a une grosse réflexion éco-design qui est lancée. Il y a un certain nombre des points qui ont été évoqués dans la question qui sont clairement sur la table. Aujourd'hui, je ne sais pas dire comment ça va prendre forme. Est-ce que ça va être de la préconisation, de la réglementation? Je ne sais pas dire. Alors, pour la personne qui a posé la question, l'ensemble des documents d'éco-design batterie sont disponibles sur le site Ecodesign Europe. Donc il y a un paquet de documents qui résument la démarche. Et pour ceux qui sont partie prenante, il y a un certain nombre de groupes de travail qui sont ouverts sur le sujet. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est difficile de dire où ça nous emmène. Alors ensuite, une question sur le positionnement de l'industrie française par rapport à l'industrie européenne sur ces sujets. Quels sont ceux sur lesquels, et voire même international, quels sont les sujets sur lesquels on est en avance et les technologies sur lesquelles il faut accélérer? Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Sur quelle technologie il faut accélérer? Je pense que c'est public et puis c'est même une volonté politique. Je pense que la batterie fait partie des choses importantes. Sur l'ensemble des technologies hydrogène, je pense qu'on peut appliquer la même chose. D'ailleurs, il ne faut pas se tromper, quand on prend nos principaux concurrents asiatiques, ils ont commencé très fort sur la batterie, ils sont en train d'embrayer sur l'hydrogène. On a une force vraiment, à mon avis, assez intéressante alors je parle au niveau Europe, ça c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en France. Il y a vraiment vraiment quelque chose sur lequel l'Europe est en avance, c'est tout ce qui est gestion intelligente des réseaux. On a des réseaux électriques en Europe qui sont vraiment bien placés. Et en plus, on a une vision long terme sur leur gestion intelligente et l'intégration des VE dans ces réseaux qui est plutôt sur lequel on est plutôt en avance. Cette avance, elle est relative, il ne faut vraiment pas qu'on la perde. On a un certain nombre de discussions autour de la norme 1518, qui est un petit bout de la problématique, mais on a vraiment ça à cultiver. Ensuite, une question sur l'implication de la PFA dans le projet IPCEI. Quel périmètre ciblé? Est-ce que c'est la chimie uniquement? La gestion thermique est-elle intégrée? Alors, je pense il faut que je décode. Donc, le projet IPCEI, et c'est le projet, l'IPCEI, c'est le mécanisme européen donc, qui a été déclenché pour ce qui a été présenté dans la presse comme l'Airbus des batteries. Donc, ça n'a rien d'Airbus. Derrière, un Airbus, ça sera un certain nombre d'industriels ou de consortiums d'industriels qui vont être aidés via ce mécanisme d'ICPEI, donc Common Interest, je ne sais jamais ce que ça veut dire, dedans il doit y avoir Common Interest Project. L'idée c'est que les États membres puissent subventionner des phases d'industrialisation sur des topics bien précis, en particulier la batterie. Ces fameuses annonces des ministres allemands et français de l'économie il y a 15 jours, 3 semaines. La PFA est partie prenante dans ce mécanisme en soutenant l'ensemble des acteurs de
la filière et hors filière qui sont en opération. Une question encore sur les batteries solid state, donc fonctionnant sur des plages de température plus larges, est-ce qu'elles auront toujours besoin de thermal management? Eh ben, oui, c'est une bonne question. Ça fait partie des questions ouvertes. C'est ce que je disais tout à l'heure. A priori, les batteries solid state devraient fonctionner à température ambiante et pouvoir supporter des températures de fonctionnement plus élevées que l'électrolyte liquide. Il y avait une question sur la rupture dans l'architecture d'intégration, où je disais peut-être que ça peut nous ouvrir la voie vers un système de cooling simplifié. Typiquement, c'est exactement le genre de choses qui nous intéresserait. Ensuite, quels sont les projets fuel cell des constructeurs français? Eh ben, faut leur demander. Donc je répondrai pas pour Renault, moi je peux répondre pour PSA. On a un certain nombre de choses à l'étude sur du VUL. On n'a pas encore complètement décidé de la stratégie, mais clairement un certain nombre de choses à l'étude, parce que on a un certain nombre d'acteurs, de clients et d'acteurs du marché qui sont venus en levant le doigt en disant voilà, j'aurais tel et tel besoin. Maintenant, on ira sur la techno que si les conditions de marché et de rentabilité sont là. Oui, donc il y a une réponse justement sur ce sujet fuel cell qui dit Toyota, HKMC et Honda ont déjà des solutions série, ce sont par contre pas des solutions grand public, enfin en tout cas marché de masse, et on est bien d'accord que c'est l'objectif. L'objectif de PSA, c'est de s'assurer qu'on a des conditions de marché qui tiennent la route. On ne peut pas imaginer de faire de la petite série subventionnée, c'est pas durable. Donc avant de se lancer dans de la grande série, on s'assure que tous les voyants sont verts sur des conditions de marché qui sont favorables. Ensuite, quelles sont les attentes sur l'optimisation globale, freinage châssis versus régénération? Quelles technologies de freinage sont adaptées? Électrique, électro-hydraulique, conventionnelle? Alors là, je vais peut-être être un peu... Ma réponse va être un peu imprécise parce que c'est pas forcément mon domaine sur les technos de freinage. En tout cas, on a à gérer dans la partie hybridation l'équilibre entre la régénération, le choix de laisser filer la voiture, c'est ce qu'on appelle les fonctions de costing, et puis le freinage conventionnel mécanique. Avec en chapeau le fait qu'une grosse partie du freinage mécanique peut être assurée par la récupération. Donc, moi, je vais répondre énergétiquement, tout ce que je peux récupérer comme énergie et mettre dans la batterie, je le ferai. C'est-à-dire que c'est ça la stratégie la plus adaptée. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les VE nouvelle génération, où vous avez une fonction de récupération très très évoluée, où le freinage mécanique ne sert que minoritairement pour faire les derniers mètres juste avant l'immobilisation de la voiture. Après, je ne réponds pas complètement à la question, et je ne sais pas y répondre forcément. Est-ce que ça drive des points sur la partie freinage châssis? Je ne peux pas répondre, c'est pas franchement mon... Ensuite, une question sur les technologies de machines électriques. Est-ce qu'elles seront à aimant permanent ou alors on part sur du bobinage? Alors, pour l'instant, les deux finalement existent un peu dans le marché. C'est à la fois des choix technologiques et stratégiques des différents constructeurs. Après, on peut avoir aussi des choix technologiques qui sont induits par l'architecture retenue. La technologie à aimant permanent, elle a l'intérêt d'être assez performante et assez compacte. Par contre, elle met en œuvre des aimants avec toute la ribambelle de contraintes que ça a derrière.
Donc en fait, c'est un choix, il n'y a pas de bonne réponse, c'est un choix de compromis et de stratégie qui est fait par chaque constructeur. Quelles sont les formations et expertises qui vont être demandées à court et moyen terme pour répondre aux besoins de ce marché? Alors ça, c'est quelque chose, si on regarde à la PFA, donc il y a même une entité spécifique qui travaille là-dessus. On a beaucoup de compétences de base qui sont utilisées pour les moteurs thermiques, les chaînes de traction thermique, qui sont complètement transposables à la composante électrifiée. On a quand même quelques nouvelles compétences en écart. L'électrochimie, j'en parle pas, ça va bientôt être du passé, mais c'est clairement une compétence nouvelle. Il y en a quelques-unes, il n'y en a pas énormément. Une auquel je pense qui me vient assez facilement, c'est justement la compétence sur les réseaux électriques. Les gens de réseau électrique sont très compétents, ne connaissent pas forcément la voiture. Nous, on connaît bien la voiture, on n'est pas forcément compétent sur les réseaux électriques. Et le croisement entre les deux, il est en train de se faire. On a, c'est vrai chez Renault ou chez PSA, on a un certain nombre de compétences qu'on est en train de développer qui fait le lien entre les deux mondes. Ensuite, une dernière question sur les solutions de récupération d'énergie thermique pour des véhicules 100% électriques. Alors c'est pas quelque chose. Alors c'est quelque chose qui avait été regardé pour les moteurs thermiques ou hybrides. C'est des solutions de récupération qui étaient difficiles à mettre en œuvre et qui finalement avaient finalement un rendement global assez, en tout cas pas au niveau. Alors je m'explique, c'est que généralement derrière ça, il y a des gains de CO2 qui se cachent. Par contre, c'est des gains de CO2 qui coûtent relativement cher. Et donc, pour 1 gramme de CO2 gagné, on va aller chercher la technologie qui, à l'euro du gramme, est la mieux placée. Donc, c'était pas la technologie à l'euro du gramme qui était la mieux placée. Maintenant, la question là est sur du VE. À ma connaissance, c'est pas forcément quelque chose pour l'instant qui est regardé. Peut-être à tort, mais c'est quelque chose qu'on peut regarder. Très bien, alors on a fait le tour des questions. Je vois qu'il y en a une qui arrive. Existe-t-il des groupes de travail sur la compatibilité électromagnétique au niveau constructeur? Alors oui, il y a un groupe du CRA, donc Conseil de la recherche automobile, qui est dédié à la CEM. Alors par contre, après sur les sujets précis, je suis pas capable de dire exactement qu'est-ce qui est traité dans le GT, mais il y a un certain nombre de gens qui sont dans ce GT. Après, il faudra s'en rapprocher pour avoir les thématiques abordées. C'est en tout cas un vrai sujet. Oui, c'est un vrai sujet, oui, bien sûr. L'électrification. Oui, bien sûr. On est, alors peut-être que je ne sais pas ce qui se cache derrière la question. Par exemple, le groupe électrification est en lien avec le groupe CEM sur l'ensemble des problématiques liées à la charge inductive. On a quelques ondes qui se baladent, on essaye de voir si ça se balade bien ou pas bien. Ensuite, comment appréciez-vous les innovations des équipementiers sur ces sujets? Appréciez-vous, c'est-à-dire comment on les qualifie? Je ne sais pas ce qui... Oui, je sais. Si la personne peut préciser sa question. Ah, c'est Jean-Baptiste Yvon. Alors, si la question c'est comment on les qualifie, c'est dans un... Enfin, c'est en prenant l'ensemble des critères de performance techno, performance en termes de coût, performance en termes d'industrialisation. Si je reprends l'exemple de la récupération thermique, techniquement c'est une technologie qui fonctionne, il n'y a pas à dire. Par contre, quand on l'a qualifiée, elle n'était pas bien pas bien classée en termes d'euros du gramme de CO2.
Très bien, donc je pense qu'on a traité toutes les questions. On avait prévu de faire une courte présentation des appels à projets ouverts en ce moment, mais on a déjà largement dépassé l'horaire. Du coup, sauf s'il y a un plébiscite extraordinaire sur le chat, je vous propose de mettre plutôt les slides à votre disposition donc sur les sites internet des pôles de compétitivité et de la PFA. Et donc vous aurez un accès aux quelques appels qui sont ouverts actuellement. Voilà, puisqu'on a déjà dépassé d'une demi-heure le créneau. Mais vous avez été bavard aussi, et donc merci à tous pour vos questions. Et puis n'hésitez pas à vous connecter au site ou à nous contacter via la plateforme. Voilà, donc on vous mettra des coordonnées et donc le prochain webinar sera organisé par ID4Car sur le sujet de l'optimisation énergétique du rendement véhicule et donc ce sera le 19 juin. Ah bah c'est bien, c'est complètement en lien avec ce qu'on vient de dire. Voilà, merci pour votre participation pour le prochain coup, ouais. Et bon après-midi. Merci à tous.